Écoutez-moi bien avant de passer à la vidéo suivante. Ce que je vais vous raconter va vous faire reconsidérer tout ce que vous croyez savoir sur la loyauté familiale. Mon nom, c'est Alexandre Bertrand. J'ai 28 ans. Et il y a un mois, j'ai découvert quelque chose de terrifiant dans ma famille. Je ne suis pas le fils, je ne suis pas le frère. Je suis juste le figurant, jusqu'au jour où j'ai décidé de voler la vedette. Vous pensez connaître le drama familial. Attendez de voir ce qui arrive quand on pousse trop loin quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. Si vous m'aviez demandé il y a un mois ce que je pensais de ma famille Bertrand, je vous aurais dit qu'on était au pire légèrement dysfonctionnel. Vous voyez le genre, les commentaires passifs-agressifs, au réveillon de Noël, ma mère Catherine qui joue ouvertement les favoris avec ma petite sœur Émilie et mon père Pierre qui ignore béatement tout ce qui se passe autour de lui. Agaçant, certainement. Insupportable. Pas vraiment. Enfin, c'est ce que je croyais. Mais alors, le mariage d'Émilie a eu lieu. Et là, j'ai compris quelque chose de fondamental. Ma famille n'a pas seulement des préférés. Elle a un personnage principal, une star absolue, une reine incontestée. Et spoiler alert, ce n'est définitivement pas moi. Permettez-moi de vous brosser le tableau. Émilie a 25 ans aujourd'hui. Dire qu'elle a été traitée comme une princesse toute sa vie serait un euphémisme monumental. On parle d'une fille qui, à 16 ans, a piqué la crise du siècle parce que mes parents m'avaient acheté une Clio d'occasion et qu'elle voulait absolument une Polo neuve pour ses 16 ans. Devinez quoi elle l'a eu? Blanche climatisée autoradio Bluetooth? Le grand luxe. Émilie, c'est l'enfant doré des Bertrand, la petite chérie, celle qui peut tout se permettre même quand elle fait n'importe quoi. Moi, j'étais l'aîné responsable, celui qui devait montrer l'exemple. En gros, fait tout parfaitement, mais n'attend aucune reconnaissance en retour. Quand j'avais 17 à un contrôle de maths, maman. Catherine secouait la tête d'un air déçu. Alexandre, tu es capable de mieux. Un 18, c'est le minimum pour quelqu'un comme toi. Pendant ce temps, quand Émilie ramenait un 12 en histoire, c'était jour de fête nationale. Ballon gâteau, félicitations. Ma petite Émilie progresse si bien, le 2 poids, 2 mesures permanentes. Mais bon, je m'étais habitué. Je pensais que c'était comme ça dans toutes les familles. Donc, quand Émilie a annoncé ses fiançailles avec Julien Moreau, je me suis dit, parfait, je vais être le grand frère parfait. Sourire pour les photos aidées avec l'organisation, passer une belle journée sans créer de vagues. Après tout, c'était son grand jour, et même si on n'avait jamais été super proches, elle restait ma sœur. Le monde, ce que je n'avais pas prévu, ce que je n'aurais jamais pu imaginer dans mes pires cauchemars, c'était jusqu'où ils iraient pour me faire comprendre ma véritable place dans cette famille. Les premiers signaux d'alarme sont apparus début mai. D'abord, j'ai appris que je ne faisais pas partie du cortège nuptial. Bon, pas de panique. Tout le monde n'inclut pas automatiquement ses frères et sœurs dans le cortège. Peut-être qu'Émilie voulait garder ça intime. Puis, j'ai découvert qui était dans le cortège Chloé, sa meilleure amie, depuis le collège. Marine, sa collègue de bureau qu'elle connaît depuis 2 ans. Et Léa, la copine du cousin de Julien qu'elle a rencontré 3 fois dans sa vie. Là, ça a commencé à piquer. Mais je me suis dit, allez, Alexandre, ne sois pas susceptible. C'est son choix. Puis est arrivé le fameux plan de table. Ah, le plan de table. Cette cartographie sociale qui révèle tout de la hiérarchie familiale. Je ne m'attendais pas à être à la table d'honneur, évidemment. C'est pour les mariés et leur cortège. Mais je pensais naturellement être placé avec la famille Bertrand. Mes parents, mes grands-parents paternels, tante Sylvie, oncle Marc, mes cousins. Les gens avec qui j'ai partagé 30 ans de repas dominicaux de Noël de vacances d'été en Bretagne. Erreur monumentale. Le jour J, je suis arrivé au château de Malmaison en costume Hugo Boss, une belle cravate en soie et un cadeau soigneusement emballé sous le bras. Un service à thé en porcelaine de Limoges à 600 €. Parce que je voulais bien faire les choses. À l'accueil, j'ai pris ma carte de placement. Et là, j'ai eu comme un vertige. Mon nom n'apparaissait nulle part avec celui de la famille Bertrand, ni avec celui de la famille Moreau d'ailleurs. Ma carte semblait même absente du grand tableau général. J'ai dû interpeller Mademoiselle Dupont, l'organisatrice de mes de mariage. Une femme impeccable, d'une 50aine d'années, toujours souriante, toujours professionnelle. Sauf qu'à cet instant précis,
Son sourire s'est figé dans une expression de gêne absolue. « Excusez-moi, mademoiselle, je ne trouve pas ma place sur le plan. » Elle a consulté sa liste et son visage s'est décomposé. « Oh, monsieur Alexandre Bertrand, vous êtes... juste ici. » Elle a pointé du doigt. Et mon sang s'est glacé. Ma place n'était pas dans la grande salle de réception. Pas sous les lustres en cristal. Pas parmi les tables rondes dressées avec les couverts en argent et les centres de table somptueux. Non, ma place était dans le hall d'entrée du château, à côté du vestiaire. Une petite table carrée visiblement rajoutée à la dernière minute avec une nappe en papier blanc et une chaise pliante. J'ai ri, un rire nerveux incrédule. Vous plaisantez, n'est-ce que pas? Mademoiselle Dupont avait l'air de vouloir se cacher sous terre. Je suis vraiment désolé, monsieur Bertrand, mais c'est effectivement là où vous avez été placé. Placé, comme un objet, comme un problème à résoudre. Mon cerveau refusait encore de traiter l'information. Une erreur forcément? Un malentendu administratif? Ils avaient dû manquer de place à la dernière minute, recevoir des invités supplémentaires, je ne sais pas. Mais au fond de moi, une petite voix commençait à murmurer que non, que ce n'était pas un hasard. J'avais besoin de réponses. Et je savais exactement où les trouver. J'ai retrouvé Émilie près du pavillon des mariées rayonnante dans sa robe de princesse à 3000 €, entourée de ces demoiselles d'honneur qui papillonnaient autour d'elle comme des abeilles autour de leur reine. Maman Catherine était là aussi, en train de s'extasier sur chaque détail de la tenue nuptiale. Quand Émilie m'a vu arriver, elle m'a fait un sourire tellement faux que j'en ai eu mal aux dents. « Oh, Alexandre, tu as réussi à venir? Je suis tellement contente! » J'ai brandi ma carte de placement. Ouais, question rapide. Pourquoi est-ce que ma place n'est pas dans la salle de réception? Elle a cligné des yeux, une fois, deux fois. Puis, elle a éclaté de rire. Un rire cristallin, innocent, complètement artificiel. Oh, ça, c'est rien. On a dû faire quelques ajustements de dernière minute. Tu sais ce que c'est l'organisation d'un mariage, des ajustements. Et par hasard, c'est moi qui me retrouve exilé dans l'entrée. Émilie a haussé les épaules avec une désinvolture étudiée. Écoute, on a dû prioriser la famille proche pour les tables principales. C'est logique, non? Là, j'ai eu l'impression de recevoir une gifle. Je suis de la famille proche, Émilie. C'est à ce moment-là que maman Catherine, qui faisait semblant de ne pas écouter tout en réajustant le voile de sa fille chérie, a daigné intervenir. Avec ce ton sucré qu'elle prend quand elle veut éviter les conflits. Voyons, Alexandre, ne dramatise pas. C'est le plus beau jour de la vie d'Émilie. Ne gâche pas ça avec tes susceptibilités. Mes susceptibilités. Je demande juste pourquoi je suis relégué au vestiaire pendant que des quasi-inconnus sont assis en famille. Et là, Émilie a sorti la phrase qui a tout changé. La phrase qui a fait de ce mariage un souvenir inoubliable, mais pas pour les bonnes raisons. Bon, Alexandre, soyons honnêtes. Tu n'es plus vraiment de la famille immédiate maintenant. Le silence est tombé comme une chape de plomb. Je l'ai fixé, essayant de comprendre ce qu'elle venait de dire. « Excuse-moi, qu'est-ce que tu viens de dire? » Elle a soupiré comme si j'étais un enfant capricieux qui ne comprenait pas les évidences. « Tu as déménagé il y a des années? Tu ne viens quasiment jamais à la maison. Tu n'es même pas marié. » Les choses ont changé, Alexandre. C'est différent maintenant. Je ne sais pas comment décrire ce qui s'est passé dans ma poitrine à cet instant. Ce n'était pas de la colère. C'était quelque chose de plus profond, de plus douloureux. Une révélation brutale. Selon ma propre sœur, je n'étais plus de la famille immédiate parce que j'avais eu l'outrecuidance de grandir, de trouver un travail, de prendre un appartement. Parce que je n'étais pas marié à 28 ans. Parce que je ne passais pas mes week-ends à ramper devant mes parents. Avant que je puisse répliquer, une voix stridente a coupé notre conversation. « Oh, vous devez être Alexandre. » Je me demandais justement à qui appartenait cette petite table. Madame Geneviève Moreau, la belle-mère d'Émilie, 60 ans, brushing parfait tailleur Chanel, et ce petit sourire en coin qui ne présageait rien de bon. Je ne l'avais croisée qu'une fois avant ce jour, mais j'avais immédiatement cerné le personnage. Le genre de femme qui adore le chaos, qui se nourrit des conflits familiaux et qui prend un plaisir sadique à remuer le couteau dans la plaie. « Oui, c'est moi », j'ai répondu en forçant un sourire. Le frère qui ne compte apparemment plus. Madame Moreau a ri.
un rire de gorge condescendant. « Oh, mon pauvre petit, vous savez, dans les mariages, il faut bien faire des choix. On place d'abord les personnes vraiment importantes, et puis on case les autres où on peut. Voilà. » Le masque était tombé. Ce n'était pas une erreur de placement. Ce n'était pas un oubli. C'était un message. Un message clair, net et humiliant. Et à cet instant précis, quelque chose en moi a basculé. Définitivement. Je n'allais pas endurer ce mariage en silence, le sourire aux lèvres en jouant le gentil frère compréhensif. Et je n'allais certainement pas partir la queue entre les jambes sans leur faire payer cette humiliation. Parce qu'ils avaient oublié un détail crucial, j'ai grandi avec Émilie. Je connais tous ses secrets, toutes ses petites mesquineries, tous les mensonges qu'elle raconte pour se faire bien voir. Et surtout, je sais qu'elle déteste sa belle-mère. Oh oui, en façade, c'est tout sourires et politesse. Madame Moreau par-ci. Madame Moreau par-là. Mais en privé, c'est une toute autre chanson. Et maintenant, j'avais un public de choix. J'ai pris une grande inspiration, mes doigts se resserrant sur ma carte de placement. J'ai regardé Madame Moreau droit dans les yeux et j'ai souri. Un vrai sourire cette fois. Vous savez, Madame Moreau, c'est drôle que vous disiez ça. Justement, pas plus tard qu'hier, Émilie s'inquiétait énormément du placement des invités. Émilie, qui jusqu'alors examinait ses ongles d'un air blasé, s'est brusquement raidie. Ses yeux se sont écarquillés. Elle a secoué imperceptiblement la tête dans ma direction. Mais j'étais lancé. Oui, elle était très stressée. Elle répétait qu'elle ne voulait surtout pas que certaines personnes soient assises trop près de la table d'honneur. J'ai marqué une pause théâtrale, laissant mes mots flotter dans l'air. Puis j'ai penché légèrement la tête, comme si je partageais un secret juteux. Quelque chose à propos de ne pas vouloir que ces photos de mariage soient gâchées par... Comment elle a dit déjà, Émilie? Je me suis tourné vers ma sœur avec un air faussement innocent. Ah oui, c'est ça. Par la robe de quelqu'un de vulgaire. Le silence qui a suivi était assourdissant. On aurait pu entendre une épingle tomber sur le parquet du château. Le sourire de Madame Moreau s'est évaporé instantanément. Pardon, Émilie était devenue livide. Alexandre, ça suffit. Mais j'étais loin d'avoir terminé. Oh, et je ne dois pas oublier les discours. Émilie était tellement angoissée à l'idée que certaines personnes prennent la parole. J'ai regardé Madame Moreau avec une expression de compassion exagérée. Je crois que ses mots exacts étaient « Si elle fait un discours, je jure devant Dieu que je pète les plombs. Elle est tellement embarrassante, elle va sûrement essayer de tout ramener à elle. » Cette fois, c'était le coup de grâce. L'atmosphère s'est électrifiée d'un coup. Émilie a émis un son étranglé en essayant d'attraper mon bras. « Alexandre, on peut parler une seconde. » J'ai reculé feignant la confusion. Pourquoi? Je croyais qu'on avait une conversation familiale. Puisque je ne fais plus partie de la famille immédiate, j'essaie au moins de participer. Madame Moreau s'est tournée vers Émilie, les yeux plissés comme des lames de rasoir. « C'est vrai, Émilie? » Émilie a laissé échapper un rire nerveux en secouant frénétiquement la tête. « Non, bien sûr que non, Alexandre invente tout ça. »« Oh! Et je n'ai même pas mentionné l'enterrement de vie de jeune fille. » J'ai fait claquer mes doigts comme si j'avais une révélation soudaine. Comment ai-je pu oublier ça? Je me suis de nouveau tourné vers Madame Moreau. Vous savez, cette soirée où Émilie a passé la moitié de la nuit à se plaindre de vous. Elle disait qu'elle comptait les jours jusqu'à ne plus avoir à faire semblant d'être gentille. Qu'elle vous tolérait uniquement pour ne pas commencer son mariage dans le conflit. Voilà, la bombe nucléaire. Le missile à tête chercheuse directement dans le mille. La bouche de Madame Moreau s'est ouverte comme celle d'un poisson hors de l'eau. Maman Catherine, qui était restée plantée là comme une statue, avait l'air horrifiée. Papa Pierre, qui jusque-là était complètement ailleurs, a même fait un pas en arrière comme s'il voulait disparaître. Les demoiselles d'honneur se sont mises à chuchoter entre elles en échangeant des regards effarés. Émilie ressemblait à une tomate trop mûre, prête à exploser. Ses lèvres bougeaient, mais aucun son n'en sortait. Et puis, Madame Moreau s'est retournée contre elle comme une furie. Espèce de petite peste ingrate. Sa voix était aigre-coupante. « Tu te moques de moi depuis le début. J'ai dû me mordre la langue pour ne pas sourire parce que là, ça allait devenir vraiment intéressant.
Vous croyez que vous pouvez vous servir de moi. La voix de Madame Moreau montait dans les aigus. Après tout ce que j'ai fait pour vous, l'argent que j'ai mis dans ce mariage, les faveurs que j'ai obtenues. Elle gesticulait avec ses ongles manucurés qui brillaient sous les lustres du château. Et pendant tout ce temps, vous bavardez dans mon dos, Émilie bégayait. Je n'ai jamais... Oh, n'essayez même pas. J'ai coupé en secouant la tête. Vous le saviez parfaitement. Vous l'avez élevée pour qu'elle se croie la personne la plus importante du monde. Logique qu'elle commence à traiter tout le monde comme de la merde. Maman Catherine avait l'air sur le point de s'évanouir. Alexandre arrête immédiatement. Pourquoi j'ai demandé en croisant les bras? Parce que je cause une scène. Marrant comme ça ne pose de problème que quand c'est moi qui parle. Ça n'avait pas l'air de déranger quand Émilie m'a littéralement éjecté de la réception. À ce moment-là, les gens regardaient vraiment. Les chuchotements s'amplifiaient. Les invités tournaient la tête, murmurant entre eux. Même Julien le marié qui était absent de cette petite représentation s'est finalement pointé les sourcils froncés. Qu'est-ce qui se passe ici? Madame Moreau s'est retournée vers lui comme un cobra prêt à frapper. Ce qui se passe, c'est que votre femme est une petite peste menteuse qui insulte ma famille depuis des mois. Julien a cligné des yeux. Quoi? Attends, de quoi tu parles? Elle m'a insulté dans mon dos. Madame Moreau pointait un doigt accusateur vers Émilie, qui ressemblait maintenant à un lapin pris dans les farces d'une voiture. Elle se plaint de ma robe, de mon discours de ma présence. Elle dit qu'elle me tolère juste le temps qu'il faut. Julien s'est tourné lentement vers Émilie. « Tu as vraiment dit ça? » Émilie secouait la tête comme une poupée mécanique. « Non, je veux dire enfin pas comme ça. » Madame Moreau a ricané. « Pas comme ça? Oh, s'il vous plaît. » Et voilà. C'était officiellement la guerre totale. Madame Moreau et Émilie se criaient dessus. Maman Catherine essayait de calmer tout le monde. Mais tout le monde, ce qui ne marchait absolument pas. Papa Pierre ressemblait à quelqu'un qui voulait se jeter dans la Seine. Julien était planté là comme si on venait de lui mettre une casserole sur la tête. Pendant ce temps, moi je restais là sirotant tranquillement ma coupe de champagne comme si j'assistais à une pièce de théâtre. Et je dois être honnête, c'était magnifique. Mais le meilleur restait à venir. Parce que je n'avais pas encore fini. La voix d'Émilie montait dans les aigus, ses mains tremblantes, pendant qu'elle se tournait vers son nouveau mari. « Tu la crois plutôt que moi ?» Elle criait, presque gesticulant dans ma direction. C'est Alexandre qui raconte tout ça. Julien, à son crédit, essayait encore de digérer la situation. Sa mâchoire était contractée, son expression oscillant entre incrédulité et embarras, alors que les invités nous regardaient ouvertement. Je ne sais même pas quoi dire, Émilie, a-t-il marmonné en se frottant le front. Tu as vraiment dit ces trucs, Émilie a ricané. C'était sorti de son contexte. J'ai levé un sourcil. Sorti de son contexte. Oh, c'est vrai, l'excuse classique. J'ai pris une voix faussement naïve. Oh non, je rigolais. Oh non, je ne le pensais pas vraiment. Ma voix s'est aplatie. Laisse tomber, Émilie. Tu t'es fait prendre la main dans le sac. Et soyons honnêtes, si je n'avais rien dit, tu n'aurais même pas eu de remords. Madame Moreau, dont la fureur ne faisait qu'augmenter, s'est tournée vers mes parents. Et vous trouvez ça normal, maman? Catherine ouvrait et fermait la bouche comme un poisson. Elle avait l'air désespérée de dire quelque chose qui pourrait sauver la situation. Nous ne cautionnons pas? Oh, arrêtez, j'ai dit en agitant la main. Vous saviez parfaitement qu'elle pensait ça. Et vous l'avez laissé faire semblant d'être la belle-fille parfaite. J'ai claqué ma langue. Je suppose que tout est question d'apparence, hein, Émilie a hurlé. Tu ruines mon mariage, Alexandre. J'ai regardé autour de moi théâtralement. Oh, je le ruine, désolé, je ne savais pas que j'étais celui qui traitait les membres de la famille comme de la merde et qui insultait la belle-mère dans son dos. J'en avais fait une pause, me tournant vers les invités, dont beaucoup nous fixaient avec des yeux ronds. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Qui est vraiment le responsable ici? Quelques personnes ont détourné les yeux ne voulant pas s'impliquer. Mais une des demoiselles d'honneur d'Émilie, sa propre demoiselle d'honneur, a chuchoté quelque chose à la femme à côté d'elle. Et cette femme, elle a laissé échapper un petit rire qui n'a fait qu'énerver encore plus Émilie. Vous trouvez ça drôle, a sifflé Émilie en se tournant vers elle. Les lèvres de la demoiselle d'honneur ont tremblé.
Ben, un peu. Oh, ça c'était du bonus. Émilie était en train de perdre même ses propres amis. Les poings d'Émilie se sont serrés, mais avant qu'elle puisse exploser de nouveau, j'ai décidé de conclure en beauté. Parce que franchement, je commençais à m'ennuyer. J'ai poussé un soupir dramatique en secouant la tête. Bon, tout ça a été charmant, vraiment. Une expérience fantastique. Mais je pense qu'il est temps pour moi de partir. Émilie a ricané en levant les mains au ciel. Parfait, va-t'en, j'ai souri. Oh, ne t'inquiète pas, je pas. Puis je me suis dirigé vers la table des cadeaux, scannant la pile de présents emballés de façon coûteuse empilée près de l'entrée. Et là, il était mon cadeau. Celui sur lequel j'avais passé des semaines à réfléchir. Celui qui m'avait demandé de vrais efforts, de la réflexion et surtout de l'argent. Émilie a suivi mon regard et ses yeux se sont écarquillés. Alexandre, non. Je me suis dirigé vers la table en fredonnant et j'ai attrapé mon paquet. Émilie avait la mâchoire qui pendait. Tu vas sérieusement le reprendre? J'ai affiché un air faussement innocent. Pourquoi je le laisserais? Apparemment, je ne suis pas de la vraie famille, tu te souviens? J'ai fait une grimace exagérée. Oh mon Dieu, et si jamais je l'avais contaminé avec mes germes de paria? On ne voudrait pas entacher votre précieuse vie de mariée? Le visage d'Émilie est devenu d'un rouge dangereux. Tu es vraiment un enfant? J'ai haussé les épaules en serrant la boîte sous un bras. Peut-être. Mais au moins, je ne suis pas une menteuse, une hypocrite manipulatrice qui fait semblant d'être adorable tout en poignardant les gens dans le dos. Je me suis tourné vers Madame Moreau, dont la fureur n'avait toujours pas diminué. « Hé, Madame Moreau, bonne chance avec celle-là. Je lui donne 1 an, 1 an. » Madame Moreau a effectivement ri. Émilie a poussé un cri perçant. J'ai pivoté sur mes talons et me suis dirigé vers la sortie, la tension derrière moi si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. Les invités chuchotaient. La musique s'était complètement arrêtée. L'atmosphère était passée de festive à catastrophe totale. Et honnêtement, j'adorais ça. Arrivé à la porte, j'ai fait une pause, regardant en arrière la scène chaotique que je laissais derrière moi. Émilie se disputait encore avec Madame Moreau. Mes parents avaient l'air de vouloir se volatiliser. Julien était planté là, comme s'il reconsidérait toute sa vie. Et moi, j'ai fait un petit signe de la main, un sourire satisfait aux lèvres. Profitez bien de votre mariage parfait, Émilie. Puis je suis sorti, sans me retourner. Après être sorti de ce désastre de mariage, je n'avais pas besoin de regarder en arrière. Je savais déjà que les dégâts étaient considérables, et honnêtement, c'était plus satisfaisant que je ne l'avais imaginé. J'ai conduit jusqu'à mon appartement du 9e arrondissement dans un silence complet, laissant la nuit s'installer autour de moi. Mon esprit rejouait chaque détail de ce qui venait de se passer. Les cris d'Émilie, l'expression paniquée de maman, le silence de papa, la rage absolue de Madame Moreau, c'était de l'or pur. Mais je savais que les retombées ne faisaient que commencer, et j'avais raison. Le lendemain matin, mon téléphone ressemblait à un central téléphonique en surchauffe. Appels, SMS, messages, vocaux. C'était comme si toute ma famille avait soudain découvert que j'existais. Maman Catherine avait laissé 7 messages vocaux, sa voix oscillante entre supplication désespérée et fureur absolue. « Alexandre, qu'est-ce qui t'a pris? Tu as humilié ta sœur le plus beau jour de sa vie. Rappelle-moi immédiatement, Alexandre, mon chéri, s'il te plaît, on peut parler de tout ça? Viens à la maison, on va arranger les choses. » C'était la chose la plus immature et égoïste que j'ai vue. J'ai vu. J'espère que tu es content. J'espère que tu as pris ton pied à détruire le mariage de ta sœur. Oh oui, maman. J'ai pris mon pied. Vraiment, vraiment pris mon pied. Mais les messages d'Émilie étaient encore mieux. C'est fini entre nous. Comment tu as pu me faire ça? Tu as tout gâché. Je ne peux même pas regarder mes photos de mariage à cause de quoi? Tu as repris ton cadeau. Sérieusement. Quel genre de personne fait ça? Je te déteste. Je te déteste vraiment. J'ai souri en faisant défiler ces messages, sirotant mon café. Si Émilie pensait que quelques textos énervés allaient me faire culpabiliser, elle ne me connaissait vraiment pas. Mais ce qui a vraiment attiré mon attention, c'était le message de Papa Pierre. Contrairement à maman et Émilie, il ne crachait pas d'insultes
ou n'exigez pas d'excuses. C'est que ces textos étaient une courte simple. Appelle-moi quand tu as un moment. J'ai hésité avant de composer son numéro. Papa n'était pas du genre à s'impliquer dans les drames familiaux. D'habitude, il laissait maman Catherine et Émilie mener la danse, pendant qu'il restait en arrière-plan. Le fait qu'il me contacte signifiait que quelque chose de vraiment gros se passait. Il a décroché à la deuxième sonnerie. Alexandre. « Salut papa. » Une longue pause, puis il a soupiré. « Pourquoi tu as fait ça? » J'ai ricané. « C'est pas moi qui ai allumé la mèche, papa. » Il a laissé échapper un autre soupir, et pendant un moment, j'ai cru qu'il allait me sermonner. Mais au lieu de ça, il a gloussé, doucement, presque fatigué. « Ouais, ils ont un peu cherché, hein? » Ça m'a pris au dépourvu. « Attends, tu es d'accord avec moi? » Je n'ai pas dit ça, a-t-il répondu, mais son ton était différent. Plus calme. « Mais j'ai vu ce qui s'est passé. Et j'ai vu comment ta mère et ta sœur t'ont traité. C'était pas correct. Je me suis adossé à ma chaise. Alors quoi, tu es le seul à ne pas me blâmer? » Une autre pause. Pas le seul. Il s'avère que le mariage n'était pas revenu à la normale après mon départ. Les dégâts que j'avais causés avaient été irréversibles. Madame Moreau avait complètement pété les plombs après que j'ai exposé Émilie. Elle l'avait publiquement engueulée devant tout le monde, exigeant de savoir si ce que j'avais dit était vrai. Et Émilie, étant Émilie, avait paniqué, essayé de mentir, essayé de jouer l'innocente. Mais apparemment, Madame Moreau soupçonnait déjà que quelque chose clochait. Ma petite révélation avait été la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase. À la fin de la réception, Madame Moreau avait pratiquement renié Émilie. Et Julien, absolument furieux apparemment, il était sous l'impression qu'Émilie et sa mère avaient une relation formidable. Il n'avait aucune idée qu'Émilie la critiquait dans son dos, la prendre comme ça devant tout le monde. On a dit « Ouais, pas terrible pour un tout nouveau mariage. » Selon papa Julien et Émilie, avaient eu une énorme dispute cette nuit-là. Énorme comme dans peut-être qu'on devrait repenser tout ce mariage. Et mes parents, oh, ils étaient une prise au milieu. Maman avait essayé de faire du contrôle des dégâts, mais Madame Moreau ne voulait rien entendre. Elle blâmait maman d'avoir élevé une petite peste gâtée et lui avait dit, cash, qu'elle ne voulait plus qu'Émilie s'approche de sa famille. Effondrement total et complet. Alors, quelle est la situation maintenant? J'ai demandé genuinement curieux. Papa a soupiré à nouveau. Émilie... Eh bien, elle ne le prend pas bien. J'ai levé les yeux au ciel. Quelle surprise! Elle te blâme pour tout. Elle pense que si tu n'avais rien dit, rien de tout ça ne serait arrivé. J'ai éclaté de rire. Bien sûr qu'elle fait ça, Dieu nous en préserve, qu'elle assume ses responsabilités pour ses propres actions. Papa est resté silencieux un moment, puis il a dit « Elle veut que tu t'excuses. » J'ai failli m'étouffer avec mon café. « M'excuser? » Elle pense que c'est le seul moyen d'arranger les choses, a-t-il continué. Elle pense que si tu prends juste le blâme, peut-être que Madame Moreau lui pardonnera et que tout pourra revenir à la normale. Je n'arrêtais pas de rire. Ouais, ça n'arrivera pas. Je m'en doutais, a dit papa. Et puis d'une voix plus basse, je ne pense pas que tu devrais le faire de toute façon. Ça m'a vraiment fait marquer une pause. Attends, sérieusement. Je t'ai dit, Alexandre, j'ai vu ce qui s'est passé. Et honnêtement, peut-être qu'il était temps que quelqu'un la remette à sa place. Ça signifiait plus pour moi que je ne voulais l'admettre. Alors, et maintenant, j'ai demandé. Papa a soupiré encore. Ta mère essaie toujours de raccommoder les choses avec Madame Moreau, mais je ne pense pas que ça va marcher. Madame Moreau est furieuse. Julien parle à peine à Émilie. Et quant à Émilie, il a hésité. Eh bien, c'est un désastre. Bien. Je ne l'ai pas dit à voix haute, mais je ne me mentirai pas sur ce que je ressentais. Ma sœur avait passé des années à me faire sentir comme un figurant, à me traiter comme si je n'étais pas assez bien, comme si je n'appartenais pas. Et maintenant, elle faisait face aux conséquences de ses propres actions. Il était temps. Bon, a continué papa. Je voulais juste que tu saches ce qui se passait. Ta mère va probablement essayer de t'appeler encore. Elle peut essayer. Elle peut essayer, j'ai dit en haussant les épaules. Je ne réponds pas. Papa a laissé échapper un petit rire. Je ne peux pas te blâmer. Et c'était tout. Ça fait quelques semaines depuis le mariage maintenant et honnêtement, je n'ai pas parlé à ma sœur depuis.
Elle refuse toujours d'assumer ses responsabilités, me blâme toujours pour tout et s'attend toujours à ce que je répare tout. Mais je ne le ferai pas. Je ne regrette pas ce que j'ai fait. Si quelque chose, j'en suis fier. Quant au mariage, eh bien, disons juste que je ne serais pas surpris s'il ne durait pas. Maman Catherine continue d'essayer de jouer les médiatrices, m'envoyant des messages de temps en temps. La famille, c'est sacré, Alexandre. Il faut pardonner. Mais pardonner quoi exactement? D'avoir dit la vérité. D'avoir refusé d'être traité comme un citoyen de seconde zone dans ma propre famille. Non merci. Papa lui m'envoie des nouvelles de temps en temps. Apparemment, Julien et Émilie font chambre, à part depuis 2 semaines. Madame Moreau a annulé le dîner familial mensuel et Émilie a dû voir un psychologue parce qu'elle ne comprend pas pourquoi tout le monde la abandonne. Ah, l'ironie! Vous savez ce qui est drôle? Pendant des années, j'ai eu l'impression d'être invisible dans cette famille. Le fils qui payait les factures, mais qu'on oubliait sur les photos. Le frère qui aidait, mais qu'on reléguait au vestiaire. Mais ce jour-là, au château de Malmaison, j'ai enfin été vu. Vraiment vu. Et j'ai fait en sorte que tout le monde se souvienne de moi. Parfois, il faut savoir quand arrêter de jouer le gentil, quand arrêter de sourire poliment, pendant qu'on vous manque de respect, quand arrêter d'être le paillasson familial. Ce jour-là, j'ai appris quelque chose d'important. Il vaut mieux être détesté pour qui on est vraiment qu'aimé, pour qui on prétend être. Et vous savez quoi? Pour la première fois de ma vie, je ne suis plus assis à côté du vestiaire. Je ne suis plus le figurant de ma propre histoire. Je suis Alexandre Bertrand. J'ai 28 ans et j'ai enfin appris à dire non. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que j'ai été trop dur? Est-ce que j'aurais dû juste fermer ma gueule et encaisser? Ou est-ce que Émilie a eu exactement ce qu'elle méritait? Moi, je sais ce que j'en pense. Et pour la première fois depuis longtemps, ça me suffit. Parfois, la meilleure vengeance, c'est de laisser les gens se pendre avec leur propre corde. Et ce jour-là, j'ai juste fourni la corde. Le plus beau dans tout ça, je n'ai même pas eu besoin d'inventer quoi que ce soit. J'ai juste dit la vérité. Et la vérité, comme on dit, ça fait mal. Surtout quand on passe sa vie à mentir,